Je vais vous présenter donc un postdoc que j'ai effectué au sein de l'équipe BAMI, donc biodiversité et adaptation des micro-organismes eucaryotes à leur environnement. Donc c'est un postdoc qui s'est intitulé Biodiversité, dynamique, histoire évolutive des hémosporidies. Les hémosporidies ou hémosporidia font partie du phylum Apicomplexa, sont des parasites intracellulaires hétéroxènes, c'est-à-dire qu'ils vont nécessiter la présence de deux hôtes différents, donc un hôte vertébré et un hôte invertébré. Donc ils vont affecter un large spectre d'hôtes vertébrés, donc on va les retrouver chez les mammifères, chez les oiseaux et chez les reptiles, et ils sont transmis par des vecteurs diptères hématophages. Donc je vous ai présenté une petite classification, donc c'est juste des exemples, elle n'est pas du tout complète, de différents genres, et certains, je vais en parler par la suite. Et vous avez notamment le genre, ici le genre Plasmodium, donc qui est responsable du paludisme chez l'homme. L'objectif du projet était donc d'étudier les hémosporidies de la faune sauvage, c'est-à-dire décrire leur biodiversité au niveau morphologique et moléculaire, donc en établissant des morphotypes et des morpho-espèces, on voulait générer aussi des marqueurs moléculaires, des séquences moléculaires, donc on a travaillé essentiellement sur deux marqueurs mitochondriaux, le cytochrome B et la cytochrome C oxydase 1, et ceci afin d'associer en fait les descriptions des espèces ou avec une approche morphomoléculaire et phylogénétique. L'objectif aussi de ce projet était de comprendre l'origine et l'histoire évolutive, en tout cas d'apporter des éléments quant à la compréhension de l'histoire et de l'origine de ces parasites, et d'évaluer les événements de capture, c'est-à-dire les événements de transfert, d'échange parasitaire entre deux espèces hôtes par exemple, et aussi pourquoi pas de voir effectivement les parasites qui sont un peu plus spécifiques d'autres. Le dernier point, c'était ce que j'ai appelé éco-épidémiologie. Donc, c'est tout ce qui est prévalence, biogéographie, etc. Ce que je vais aborder plus dans cette présentation, ça sera le premier point, c'est-à-dire toute la description de la biodiversité avec cette approche morphomoléculaire et phylogénétique. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'aborder et d'émettre des hypothèses quant à leur histoire évolutive, même s'il y a déjà beaucoup de choses de faites. Donc, nous avons exploré différents genres d'hémosporidies chez les mammifères, donc les primates, les chauves-souris et les rongeurs, chez les oiseaux, donc au niveau de plusieurs sites géographiques, donc en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Europe et en Amérique du Sud. Et là, je voulais faire un focus, en fait, vous parler de deux thématiques que l'on a abordées, puisque les hémosporidias, c'est assez large. Donc, on a focalisé en fait sur les hémosporidias chez les rapaces en France et dans un deuxième temps chez les hémosporidias chez les chauves-souris en Guyane et en République démocratique du Congo. Pour donc la thématique hémosporidia chez les rapaces en France, on a travaillé avec 4 sites d'études en France, qui sont en fait 4 centres de sauvegarde de la faune sauvage en France, donc qui font partie de l'Union française des centres de sauvegarde. Donc on avait 3 sites au nord de la France et un site dans le sud. Donc ce sont des centres de sauvegarde, c'est-à-dire qu'ils récupèrent des animaux blessés, ils les soignent et ils les relâchent ensuite à l'état naturel. Donc pendant que ces animaux sont en soins, ces centres de sauvegarde effectuaient des prélèvements, c'est essentiellement des prélèvements donc de sang, qui étaient envoyés au muséum, donc qui étaient analysés pour rechercher donc des infections aux hémosporidias chez ces oiseaux. On a travaillé également avec deux collections de référence sur les hémosporidias au muséum, qui sont les collections d'Emile Brunt et collections de Dylan Paperna, donc des références hémosporidias chez les oiseaux du muséum. Pour toujours le matériel, on a inclus dans cette étude 523 rapaces, 4 familles et 21 espèces. Donc je vous ai donné quelques exemples. Chez les strigidés, par exemple, ce sont des chouettes, des hiboux. Accipitridés, on a des aigles, des busards, des buses, par exemple. Chez falconidés, on a eu 2 espèces, donc c'est des faucons. Et les titonidés, donc on a une espèce, la chouette effraie. Donc vous avez le nombre d'individus aussi, par exemple pour les strigidés, on en avait 236, etc.
donc une majorité. Au niveau de la méthode, donc les centres de sauvegarde remplissaient une fiche de renseignement, donc avec différentes choses comme les codes d'échantillon, l'espèce, la date de prélèvement, etc. Des frottis sanguins minces pour toutes les identifications et caractérisations morphologiques de ces parasites, des prélèvements de sang, soit sous forme de blood spot, si les animaux quelquefois sont tout petits à prélever, donc on prélève une toute petite quantité de sang sur lequel on peut travailler, ou bien sous forme de tubes DTA. Donc, et ceci pour tout ce qui va être travail de biologie moléculaire. Au niveau des résultats, je vous ai mis des résultats, donc les prévalences globales, donc ce sont des pourcentages, ce sont donc des prévalences globales des Hémosporidia que l'on a trouvé pour chaque famille, et ensuite vous avez des prévalences des différents genres que l'on a trouvés par famille. Donc chez les Accipitridés, on a trouvé une prévalence globale de 34%, et on a trouvé 3 genres d'Hémosporidia, donc les leucocytosons, Hémoproteus et Plasmodium. On a trouvé quand même globalement beaucoup de co-infections qui nous posent problème après pour toute la biologie moléculaire. Chez les Strigidés, 47% de prévalence globale, 3 genres de parasites trouvés, leucocytosons, Hémoproteus et Plasmodium également. Chez les Falconidés, on a eu que 2 genres de parasites, donc Hémoproteus et Plasmodium, avec une grande majorité, donc 90% d'Hémoproteus. Et puis chez les Titonidés, pardon, on n'a pas trouvé d'Hémosporidia. On a eu qu'une vingtaine d'individus. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que aussi parce qu'on a eu des jeunes individus et que l'infection est un petit peu plus tardive, on a observé ça, que c'était au niveau des adultes que l'on observait plus en tout cas de parasites circulants. Avec l'accumulation du matériel, donc on a appliqué la démarche, c'est-à-dire de faire des descriptions ou redescriptions d'espèces en associant des caractères morphologiques et des données moléculaires. Ce que je veux vous présenter là, c'est que des exemples, c'est-à-dire que chez la famille des Falconidés, on a focalisé sur les Hémoproteus, sur le genre Hémoproteus de parasites, et on s'est intéressé aux parasites que l'on a trouvés chez le faucon aubereau, donc Falco subuteo. Également, chez les Strigidés, on s'est intéressé à la chouette hulotte, donc Strixaluco, et au genre de parasite Hémoproteus. Tous les aspects en fait actuellement il y a beaucoup de personnes qui travaillent beaucoup plus sur les aspects moléculaires, et il y a une perte en fait de toutes les compétences morphologiques, et c'est dommage puisque ce sont des parasites qu'on a la chance d'observer, de voir, qui sont très jolis, et aussi au muséum on a la chance d'avoir encore ces compétences par l'intermédiaire d'Irène Landau, avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler, et qui voilà, a bien voulu faire passer son savoir, en tout cas un tout petit peu, puisque c'est pas évident du tout. Donc, en ce qui concerne par exemple une première description d'une espèce, donc une redescription d'Hémoproteus sirni chez les chouettes, vous avez les planches, les photos qu'on a réalisées avec les différentes formes circulantes, donc au niveau des hématies. Donc chez cette chouette, vous avez des formes immatures jusqu'aux formes matures. On a associé pour ce parasite à ces descriptions, donc cette description morphologique, des données moléculaires. On a réussi, donc on a travaillé à amplifier du cytochrome B et coxin pour Hémoproteus sirni, et on a fait des constructions pour voir un petit peu où se situait ce parasite, ses relations phylogénétiques avec les autres parasites de rapaces, et également avec les autres parasites d'oiseaux. Le deuxième exemple sur lequel que je voulais vous présenter, c'était chez le faucon aubereau. On a fait 2 redescriptions d'espèces, Hémoproteus tinonculi et Hémoproteus brachiatus, et puis une nouvelle espèce que l'on a décrite, Hémoproteus aubéné, en hommage à Odile Bain. Donc ceci pour la description d'Hémoproteus sirni chez les Strigidés. On a fait donc une valorisation sous forme de publication, et puis aussi des communications au niveau du congrès international des recherches justement sur les Hémosporidia qui s'est passé à Vilnius l'année dernière. Et puis pour les parasites, toutes les descriptions des parasites chez les faucons, c'est en cours d'écriture.
On passe à la deuxième thématique, en fait, c'est les hémosporidias chez les chauves-souris. À nouveau, un gros travail de description. Il y a vraiment énormément, une grosse diversité, en fait, d'hémosporidias chez les chauves-souris. 25 espèces de nommées et décrites, donc avec des outils morphologiques, donc on retrouve dans la littérature. Il y aurait 9 genres de répertoriés, dont 7 qui infecteraient uniquement, qui seraient spécifiques des chauves-souris. Mais en fait, il y a vraiment un gros travail de redescription. Et je pense qu'on trouvera aussi des nouvelles espèces, des nouveaux parasites chez les chauves-souris. Je vous ai donné quelques exemples des choses qu'on a déjà trouvées chez les chauves-souris. Les chauves-souris et les hémosporidias de chauves-souris sont intéressants dans le sens où il y a une énorme biodiversité et qui reste mal connue, mais aussi parce que c'est des parasites qui ont une histoire évolutive intéressante dans le sens où il y a plusieurs événements de capture qui sont supposés dans leur histoire évolutive et ça peut nous permettre de justement d'avoir des informations quant à l'origine de certains parasites, pourquoi pas les parasites humains ou les parasites d'oiseaux, de mammifères. Donc par exemple le genre Polychromophilus, qui est un genre qui infecte spécifiquement les chauves-souris. Au niveau des constructions phylogénétiques, en fait, il serait phylogénétiquement plus proche des parasites d'oiseaux. Donc on les attendait plus proches des parasites de mammifères, plus logiquement. Finalement, il s'avère qu'ils sont plus proches des parasites d'oiseaux. Donc dans l'histoire évolutive, est-ce qu'il y a eu des passages en fait entre une classe donc de mammifères et la classe des oiseaux, ce qui est un pas assez important. Et pourquoi pas donc émettre l'hypothèse d'une origine aviaire, donc qui n'est pas confirmée actuellement. Un autre exemple de passage dans l'histoire d'échanges parasitaires dans l'histoire évolutive des chauves-souris au niveau du genre Plasmodium. Et les plasmodiums de chauve-souris, donc en fait dans les ancêtres, dans l'histoire évolutive, il y aurait également des passages entre les chauves-souris et les rongeurs, donc entre deux ordres de mammifères. Nous, on a travaillé sur des chauves-souris de Guyane, donc 80 prélèvements de chauves-souris de Guyane qui représentaient 3 familles et 3 espèces, donc une espèce par famille. Donc là, c'est plus des pourcentages, c'est bien des chiffres. Ouais. Et puis, on a travaillé aussi sur une diversité qui est un petit peu plus importante, donc 200 chauves-souris de République démocratique du Congo. Donc on avait 6 familles, on a obtenu 6 familles, 18 genres puisque les espèces sont actuellement en cours de détermination. La méthodologie, c'est la même que pour les oiseaux, c'est-à-dire dans la mesure du possible, réaliser des frottis sanguins minces pour toutes les caractérisations morphologiques des parasites. Malheureusement, pour les chauves-souris et pour de Guyane, on n'a pas pu obtenir de frottis. Donc on a travaillé uniquement en moléculaire, un peu en aveugle. Donc frottis et puis prélèvement de sang pour tous les aspects moléculaires. Pour les résultats, chauve-souris de Guyane, sur les 3 familles et 3 espèces testées, on a trouvé uniquement chez une espèce, donc une famille, un peu ce qu'on en attendait, puisque dans la littérature, il y a une diversité qui est pas très importante en Amérique du Sud. Et donc on a trouvé un Polychromophilus, des parasites du genre Polychromophilus chez les chauves-souris Vespertilionidae de Guyane. En RDC, on a trouvé donc une diversité, on attendait effectivement quelque chose, une diversité plus importante. Chez la même famille, les Vespertilionidae, on a retrouvé des parasites du genre Polychromophilus. Chez les Nectiridae et Rhinolophidae, on a retrouvé des parasites du genre Nycteria. Et puis, chez les ptéropodidés, on a retrouvé des parasites du genre Hepatocystis. Donc tout ça, c'est des choses qui sont en cours, en fait, donc en cours de description. Et donc voilà, c'est des choses préliminaires un peu que je vous donne. C'est-à-dire que donc, si on reprend un petit peu, chez les chauves-souris de Guyane, on a fait des premières données, un réinventaire, en fait, un nouvel inventaire, puisque dans la littérature, il y avait effectivement un Polychromophilus qui s'appelle Danei, qui avait été répertorié en 1971, et jusqu'à présent, il n'y avait plus de données et pas de données moléculaires. Donc, on a fait un nouvel inventaire et on a réussi à trouver un Polychromophilus. Maintenant, on ne sait pas si effectivement c'est ce même parasite qui avait été décrit. Malheureusement, on n'avait pas les données morphologiques et à l'époque, ils n'avaient pas les données moléculaires. Donc voilà. Pour les chauves-souris de RDC,
Ce que je vous disais, c'est que toutes les descriptions en fait morphologiques sont en cours. Les données moléculaires également, on a déterminé pour l'instant les parasites au niveau des genres, mais il y a énormément de choses. Et au niveau moléculaire, pareil, on a sorti des séquences de cytochrome B et de coxin avec différents haplotypes pouvant être corrélés à effectivement des différences morphologiques. Donc on a potentiellement trouvé donc des nouveaux parasites, des nouvelles descriptions. Donc c'est des travaux qui doivent être réalisés, qui sont en cours. En conclusion, ce postdoc a servi donc à faire des nouveaux inventaires et de décrire ou de redécrire des nouvelles espèces d'hémosporidies avec une approche morpho-moléculaire et phylogénétique. Cela a permis aussi l'enrichissement des collections du Muséum d'histoire naturelle, des publications et des communications orales sur ce sujet et de constituer un réseau multidisciplinaire de collaboration, de constituer des biotech et d'accumuler beaucoup de matériel, puisque c'est le facteur limitant, c'est l'acquisition du matériel biologique pour cette étude, et donc ce qui permettra de toute façon la poursuite de ces travaux au sein du Muséum national d'histoire naturelle. À partir de votre approche phylogénétique, on pourrait imaginer une possibilité de dater les moments où telle ou telle souche de parasites rentre dans un groupe, et puis dans des groupes où il y a plusieurs moments d'invasion du groupe, éventuellement voir que ça a lieu en même temps ou pas en même temps. Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut aller dans une inférence chronologique par l'approche que vous avez? Pour l'instant, voilà, on aimerait bien effectivement faire ça, et on se pose toujours cette question. Il y a des choses sur lesquelles on a une idée globale, disons, pas par rapport si à la phylogénie, mais c'est parce qu'on a fait par exemple des échantillonnages sur différents continents, notamment chez les chauves-souris, avec le même genre de parasites, et finalement avec des espèces aussi, par exemple je pensais à un échantillonnage à Madagascar où les espèces sont isolées depuis un certain temps, et on a retrouvé cette monophylie dans ces parasites, c'est-à-dire qu'effectivement l'invasion a dû se passer antérieurement, avant la radiation de cette famille de chauves-souris. Mais ça reste encore, je pense qu'on doit un peu pousser plus le moléculaire, mais arriver à la génomique, parce que c'est des choses qui peuvent bouger. Mais effectivement, donc en prenant différents échantillonnages, par exemple sur des îles ou des différents systèmes, et on peut, et pourquoi pas faire des datations aussi moléculaires. Et peut-être j'ai pas les bons marqueurs. Rêvons un peu, vous pensez qu'on pourrait aller jusqu'à pouvoir un jour utiliser cette information-là pour avoir une information en retour sur la biogéographie des hôtes? Ça vous paraît, oui, ça me paraît un objectif réaliste? Oui, peut-être pas demain, mais... oui, d'accord, dans l'idéal. Oui, mais peut-être bientôt. Ouais, pourquoi pas. Belle perspective.